Les travaux ont repris au Parlement de Québec. La députée de Gaspé, Mégane Perry-Mélançon, discute avec Ariane Aubert-Bonde des principaux enjeux sur la table. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Mégane Perry-Mélançon, députée de Gaspé. Bonjour. Bonjour. Alors, ce mois-ci, plusieurs dossiers sur la table. Vous avez repris les travaux. C'est la rentrée pour vous aussi. Donc, si on regarde dans les dossiers qui nous touchent de plus près dans la région, ce vendredi, vous avez participé à une marche avec les éducatrices à l'enfance. Parlez-moi un peu de cet événement-là. Ben, en fait, ça s'inscrit dans la grève qui a été votée par les membres de la CSN. Il y a d'autres syndicats aussi qui vont être en grève à partir du 7 octobre. Ça touche les éducatrices à l'enfance et c'est dans le cadre des négociations qui ont cours là, pour une nouvelle convention collective. Alors, on sait que les éducatrices sont sans convention depuis au-dessus de 18 mois. Et le nerf de la guerre, c'est le salaire qui est pas suffisamment élevé pour signer la convention. Vous savez, quand j'ai marché justement avec les éducatrices vendredi, on me parlait que malgré qu'elles sont formées, ont de l'expérience, tout ça, elles commencent en fait à 16 de l'heure. C'est ce qui est très peu là, quand on sait qu'il y a d'autres commerces là, qui affichent des salaires à 18 de l'heure et plus sans nécessairement avoir besoin d'une formation. Et après 10 ans, on atteint le dernier niveau de salaire qui est, je crois, à 24 de l'heure. Et après, on stagne. Mais il y a beaucoup d'éducatrices avec qui j'ai marché qui sont là depuis 20, 30, 40 ans. Il y en a certaines qui sont retournées dans le réseau parce qu'elles savent que il n'y a pas suffisamment de ressources et que les besoins sont immenses. Alors, c'est vraiment un dossier qui me tient à cœur parce qu'on sait qu'on a besoin de plus de places en garderie, mais quand on annonce des nouvelles places et qu'on a encore la difficulté à recruter de la main-d'œuvre, le problème ne se résout pas par lui-même. On sait encore une fois qu'à l'automne, le Cégep de la Gaspésie n'a pas ouvert son programme pour la technique à l'éducation à l'enfance, faute d'inscription. Alors, on a un réel problème. Il faut arriver avec ce que les éducatrices demandent et c'est un rattrapage salarial massif. Alors, on a marché première journée de grève sur 10 jours pour la CSN et il y en aura d'autres. Alors, j'offre tout mon appui à ces femmes, souvent des femmes. Il y a eu quelques hommes avec nous, mais moi, ça me touche énormément parce qu'il faut penser que c'est des ressources indispensables pour la société québécoise. On forge l'avenir et on a besoin pour ça d'avoir des femmes qui sont épanouies dans leur travail puis qui pourront projeter ça dans les services qu'elles offrent aux enfants, qui sont déjà des excellents services, mais qu'on pourrait leur en donner plus, ils méritent plus. Donc, vous demandez une reconnaissance spéciale de leur statut essentiel, finalement. Oui, parce que tout le long de la pandémie, justement, le gouvernement parlait des éducatrices comme des personnes essentielles à la pandémie et en général, mais n'ont eu aucune prime. On sait qu'il y a eu des primes de données à d'autres professions durant la pandémie. Il n'y a eu aucune reconnaissance du travail qui a été fait alors qu'ils ont eu à composer avec une panoplie là, d'imprévus, de fermetures de milieux de travail qui amenaient En tout cas, il y a eu vraiment beaucoup à gérer au niveau aussi des centres de la petite enfance. Alors, c'est de la reconnaissance. Ces femmes-là ont besoin que leur profession soit valorisée, puis ça va entraîner, on sait, plus de gens à s'inscrire dans les programmes et donc les conditions sont l'air de la guerre dans le dossier. Parfait. Maintenant, vous avez relancé aussi des questions environnementales à Québec, entre autres concernant le projet GALP. Donc, expliquez-moi quelles ont été vos démarches ces derniers temps. Ben là, justement, on est dans ce dossier-là depuis juste à peu près 3 ans, depuis le début de mon mandat. Il y a eu beaucoup d'étapes de franchies, mais il y a eu aussi, entre-temps, là, le projet GALT a changé de propriétaire. C'est maintenant une compagnie d'intérêt autrichien qui a les permis d'exploitation d'exploration est en train de demander pour forer dans les puits de Galt et on le sait aussi que c'est une compagnie qui traîne le gouvernement en justice parce que ça leur fait pas leur affaire de pas pouvoir forer à l'intérieur de 1000 mètres d'un cours d'eau, ce qui est un règlement qui a été adopté par le gouvernement, je pense en 2017, 2018.
Et c'est ça, c'est des compagnies souvent qui vont acheter des permis, mais qui sont en connaissance de cause et qui ensuite vont traîner les gouvernements en justice pour essayer d'aller chercher de l'argent pour des dommages causés. Bon, donc pour nous, ça fait aucun sens qu'on soit encore en train de parler d'hydrocarbures, d'énergie fossile, alors qu'il y a un réel virage vert qui est en train de se faire partout dans le monde. Et le Québec n'a pas à donner son premier permis d'exploitation. Il doit mettre fin à toute cette filière-là. Alors, on a déposé une pétition avec des groupes environnementaux de la région pour demander de retirer les investissements publics qui ont été faits par Ressources Québec dans le projet GALT. Alors, justement, ça ne permettrait pas de donner suite au forage et en même temps, on enlève l'argent des contribuables dans une énergie qui n'est pas propre, qui n'est pas tournée vers l'avenir. Et en ce sens-là également, on prépare justement un projet de loi pour mettre un terme définitif à tous les projets qui sont en cours et les projets futurs. Alors, on tend la main au gouvernement. Encore une fois, en rentrée parlementaire, ça a été dans mes premiers dossiers. Et là, je vais plaider la pétition que j'ai déposée en juin dernier, demain matin. On se situe, là, on est le 28 septembre demain. Et on va voir si le gouvernement accepte de retirer ses investissements. Comme il a commencé à s'y engager récemment, on a vu qu'il y a eu un changement d'attitude et d'intérêt de la part de la CAQ, ce qui arrive très tard, mais on a espoir que on puisse éventuellement mettre fin à cette filière-là et surtout qu'il n'y ait pas de compensation là, donnée à toutes les compagnies qui ont déjà là, des permis. Il va falloir que ce soit des compensations très minimes en fonction des accords internationaux et tout ça. Revenons un peu sur la pétition elle-même. C'est une pétition que vous avez menée dans le secteur de Gaspé principalement. En fait, il y a combien de signataires? À quoi ça ressemble les appuis derrière vous? Je travaille beaucoup avec les groupes de la société civile, les groupes environnementaux et on a fait des marches justement là, dans ce sens-là pour aller chercher des appuis et on a vu au fil du temps qu'il y a de moins en moins de gens qui sont pour le pétrole. Là, il y a vraiment un changement de mentalité et on s'inscrit là, dans cette mouvance-là. Alors, je vous dirais qu'on a lancé la pétition et en un mois, on a réussi à aller chercher plus de 2000 signatures. Donc, on l'a déposé rapidement pour pouvoir s'inscrire là, dans les travaux parlementaires en juin. Et on voit que ça touche autant les gens qui font de la pêche au saumon, par exemple, dans les rivières, parce que là, il s'agit d'un projet qui est tout près de la rivière York, dans une fosse là, bien connue des pêcheurs au saumon. Donc, plus on parle du projet, plus on réalise que les risques sont beaucoup trop élevés pour donner l'autorisation de forer. Alors, ça a permis aux gens de se positionner et ce qui émane le plus là, dans la communauté, dans la population de la Gaspésie, c'est que nos paysages, nos cours d'eau sont beaucoup trop essentiels à notre vie, à notre quotidien, notre mode de vie pour s'en priver ou les mettre à risque, ne serait-ce que pour une goutte d'eau, une goutte de pétrole qui se déverse dans la baie de Gaspé, là, ça peut être des dommages permanents. Alors, on ne veut pas prendre ce risque-là et on voit que de plus en plus de gens se lèvent et prennent finalement la voix, la parole pour s'opposer. Alors, je trouve ça important de le faire comme élu. Ça a été un de mes engagements premiers, là, comme justement une fois élu en 2018. Donc, moi, je continue ce combat-là et je sens vraiment que j'ai l'appui de la population. Très bien. Donc, ça va être un dossier à suivre, bien sûr, au cours des prochaines semaines. Maintenant, on va changer de registre. On va parler des infirmières dans une optique un peu plus nationale. Donc, vous aviez un commentaire à faire par rapport aux dernières sorties de François Legault. Oui, parce que ça aussi, j'ai fait un point de presse en compagnie de mon chef la semaine dernière pour dire qu'en fait, chaque fois qu'il y a eu des bris de services dans les hôpitaux, une fermeture d'urgence la nuit, ou en tout cas, il y a eu beaucoup d'annonces de ce genre-là. C'est sûr qu'on est en pandémie et qu'il y a une pénurie de personnel dans le réseau de la santé. Mais là, il y a eu tellement peu d'actions de posées par le gouvernement que ça a causé justement beaucoup de dégâts dans les régions. C'est souvent dans les régions avec des plus petits réseaux ou un réseau plus fragile
qu'on nous annonce des fermetures de services. Alors, moi, j'invitais le gouvernement la semaine dernière à agir. Là, il y a eu une annonce pour remettre sur pied là, le réseau parce qu'il y a eu 4000 infirmières qui ont quitté en quelques mois et on s'attend à plus d'une dizaine de mille d'ici octobre. Alors, c'est des chiffres vraiment, vraiment inquiétants. Et ce qu'on nous mentionnait, c'est une question de conditions, encore une fois, une condition de travail, non seulement l'aspect financier, mais plutôt le temps supplémentaire obligatoire, les horaires qui changent, les quarts de travail là, qui s'accumulent. Donc, il y a vraiment des épuisements professionnels liés à ces mauvaises conditions-là, des départs vers le privé aussi pour des meilleures conditions. Donc, il faut faire un gros rattrapage. Ça vient tard parce que mon collègue en santé, Joël Arsenault, a fait des demandes tout l'été. Il n'y a rien eu d'annoncé ou de fait de la part du ministre de la Santé. Oui, on sait qu'il est occupé, mais il est quand même encore le ministre de tout le réseau de la santé. Et là, les professionnels ont vraiment besoin de soutien. Alors, ces primes-là, des bonus pour ramener les gens, c'est un premier pas dans la bonne direction. Espérons qu'ensuite vienne l'abolition du temps supplémentaire obligatoire et tout ça. Mais aussi, ce qui est dénoncé, c'est qu'il n'y a pas juste les infirmières dans le réseau de la santé qui ont besoin d'incitatifs. Il y a les professionnels techniques, en soutien technique et autres types de professionnels. Alors, disons, l'expression trop peu, trop tard, c'est ce qui me vient en tête là, présentement quand on parle de l'annonce du ministre de la Santé cette semaine. Donc, selon vous, il faudrait travailler sur l'attractivité de ces emplois-là, en fait, sur la formation, le recrutement. Qu'est-ce que vous proposez, en fait? Bien, c'est tout l'aspect qualité de vie, conciliation, travail-famille. Ces personnes-là n'ont plus de qualité de vie. Alors, ce qui est vraiment réclamé, c'est de meilleures conditions et on touche vraiment la gestion des horaires, le temps supplémentaire obligatoire. Et ça a été ça par décret en plus avec la pandémie. On a empêché les infirmières et les autres professionnels d'avoir des vacances. Donc, c'est tout ça qui fait mal au réseau présentement. Alors là, on arrive avec de l'argent neuf, mais est-ce que ça va tout régler le problème? Tu sais, je suis encore un peu sceptique par rapport à ça. Donc, le problème à la base, c'est qu'il manque d'infirmières, donc qu'il n'y a pas assez de gens pour faire le travail. Oui. Pour en arriver à avoir assez de gens pour que tout le monde puisse avoir ses congés, c'est des horaires plus sains. Qu'est-ce que vous proposez? C'est ce que les infirmières et les autres professionnels demandent. C'est comme je vous le dis, c'est la question des conditions. Parce que là, on a laissé les gens quitter le réseau pour aller vers les agences de placement privées. Et là, on tente de les ramener une fois que c'est fait. On aurait pu éviter tout ça en les écoutant d'abord et avant tout, en faisant de la gestion plus locale, décentralisée. On sait que la réforme Barrette a beaucoup fait mal au réseau, mais il y a eu aussi un laisser-aller là, qui vient du gouvernement en place, le gouvernement de la CAQ. Et là, on est en pédalage, en rétro-pédalage. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la question des primes, oui, ça peut peut-être faire une différence et ramener du monde, mais on aurait pu juste ne pas les perdre en faisant autrement. Donc, c'est comme on a pris le problème à l'inverse. Là, et on va attendre de voir qu'est-ce que donnent ces incitatifs-là aux infirmières. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'enjeu, une infirmière qui est embauchée via une agence de placement versus une infirmière embauchée par le système public de santé, qu'est-ce que ça change dans la vie de l'infirmière, puis aussi dans le système de la santé? Souvent, ils vont être à temps partiel. C'est pas ils vont avoir des meilleurs salaires et c'est le gouvernement là, qui a payé, je pense, quelque chose comme 1 milliard pour aller recruter ou pour aller chercher du renfort dans les réseaux privés, alors que on ne paye pas suffisamment les infirmières et que les conditions ne sont pas là. Donc, les agences de placement, justement, c'est une question il y a très peu de temps supplémentaire obligatoire et tout ça. Donc, on va ensuite chercher les infirmières. Ça coûte plus cher aussi. Ben oui, ça coûte beaucoup plus cher à l'État de fonctionner ainsi, là. Ça, c'est clair.
Mhm. Puis, en même temps, les agences, elles, s'occupent de veiller aux conditions de travail des infirmières, si je comprends bien. Mais là, ça dépasse. Moi, je ne suis pas porte-parole en santé, donc là, je ne sais pas à Pas de quel point problème. les agences de placement en font là, pour leurs infirmières, mais c'est juste une autre mentalité complètement. Là. Parfait. Maintenant, un dernier petit sujet sur la table. On sort tout juste d'élections fédérales, des élections où on sort avec pratiquement un statu quo. Quel est votre commentaire sur la situation, sur ces élections-là, en fait? Ben, qu'on aurait pu tous éviter ça là, durant l'été, en pleine pandémie. Ça a été une incompréhension totale là, des électeurs. On l'a vu. Et ça n'a pas été une campagne qui a fait beaucoup jaser. Il n'y a pas eu beaucoup de propositions d'aucun parti fédéral. Tout le monde avait un plan, mais avait de la difficulté à le détailler. Et ça a donné justement le statu quo. Les gens ne savaient pas exactement pourquoi ils votaient. Et il y a eu peut-être il y a eu quelques changements. Là. Je sais que le Bloc québécois a gagné 2 sièges, par exemple, mais n'a pas gagné son pari d'aller en chercher beaucoup plus. Donc, on aurait pu s'éviter tout ça. C'est encore une question de gouvernement qui voulait pas y aller de façon démocratique avec les autres partis, étant donné qu'il était minoritaire, ça lui permettait pas d'appliquer tout ce qu'il souhaite en termes de projet de loi, en termes de changement de société. Et là, ben il a perdu son pari, le Parti libéral du Canada, donc il se retrouve encore minoritaire, aucun changement notable. Et si non plus dans la région, là, on n'a pas changé de député. Alors, les mêmes dossiers vont devoir encore être travaillés. Je pense au secteur des pêches, il y avait beaucoup de déceptions avec le gouvernement en place et ce qui n'avait pas été fait, notamment l'agriportique et tout ça. Alors, on retombe dans les mêmes dossiers et on va travailler là, pour que ça se résorbe. François Legault s'était mouillé en appuyant les conservateurs. Est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle où les libéraux sont au pouvoir, que ça peut nuire aux relations fédérales-provinciales? Ah, c'est sûr, hein? Je pense que ça a été une surprise, une mauvaise surprise pour tout le monde de voir que François Legault appuyait de façon aussi peu subtile là, le Parti conservateur et ça a un impact effectivement sur les relations qui vont se faire avec le gouvernement fédéral parce qu'on a beaucoup de dossiers qui sont gérés à 2 paliers. Je pense à l'immigration, je pense aux pêches et on a de grandes revendications en immigration justement pour avoir une meilleur moyen de régionaliser et de s'occuper des travailleurs qualifiés qui viennent sur le territoire parce qu'on veut qu'ils parlent le français, parce qu'on a des exigences autres que celles dans le reste du Canada. Ben, on demande depuis longtemps à rapatrier ces pouvoirs-là. Le premier ministre en avait fait la demande et Justin Trudeau l'a carrément refusé. Alors, je pense que ça va compliquer un peu là, les processus, le traitement. Et c'est à nous que ça va coûter encore une fois aux régions parce qu'on essaie d'avoir une meilleure part là, des nouveaux arrivants qui s'installent ici au Québec. Alors, il va falloir travailler fort pour essayer d'aller chercher les pouvoirs. Parfait. Donc, Mégane Perry-Mélançon, merci beaucoup pour ce tour d'actualité. Et puis, on se dit à bientôt. Oui, ça me fait plaisir. À bientôt.